RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre podcast de l'After dédié à l'actualité du foot africain. C'est déjà le 9e épisode de ce podcast inédit. Nous sommes à 7 mois maintenant de la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc qui démarrera le 21 décembre prochain. Retenez la date, d'ici là 2 fois par mois, l'After débat de l'actu du foot africain avec des thématiques toujours passionnantes, liées à l'actualité, des invités bien sûr, et avec Hamza Ramani qui est là, comme d'habitude. Salut Hamza. Salut Gilbert. Hamza, la Bible, The Bible comme on dit en Égypte, en anglais puisque c'est les anglophones. Voilà, il est là, il connaît tout le foot par cœur africain, mais pas que. Le spécialiste des fléchettes aussi Hamza, sachez-le. T'as un événement fléchette bientôt ? Depuis peu. Grande soirée fléchette dans une dizaine de jours à Londres. Voilà, la grande finale de la Première Ligue. Voilà. Déroutant Hamza, parce que quand je t'ai entendu commenter les fléchettes, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là ? Et j'ai découvert ce sport et franchement, belle trouvaille, belle révélation. Très bien, bon, écoute, bravo pour cette nouvelle spécialité. C'est notre 9e épisode qui sera consacré en grande partie aujourd'hui au foot égyptien et à ses clubs toujours aussi performants parce qu'on va parler des coupes continentales africaines, la Ligue des champions africaine bien sûr, la coupe de la CAF. On va en parler dans ce podcast. On va également évoquer la finale de la CAN U20. On a parlé dans nos précédents podcasts de la CAN U20 qui a été remportée il y a quelques heures. Nous enregistrons ce podcast par l'Afrique du Sud qui a battu le Maroc 1-0 en finale. Tout ça, ce sera avec Nasreddine Nasri tout à l'heure, qui d'ailleurs était à Berkane ces dernières heures également. Berkane qui en finale de la deuxième coupe des clubs en Afrique a battu Simba au match aller 2-0. On reviendra sur ce match avec lui. Mais pour l'instant, c'est l'Égypte qui est au programme, Hamza. Alors, l'Égypte, c'est pas évident d'en parler. Parce qu'en fait, c'est pas facile de trouver des interlocuteurs francophones qui connaissent bien le foot égyptien, qui sont capables de parler de la sélection nationale, parler des clubs, parler de la passion là-bas autour du foot égyptien. Et on a trouvé. Hamza, on a trouvé... Alors déjà, on a Kimo, qui est un auditeur fidèle de l'After, qui est présent depuis plusieurs CAN avec nous, et qui est là. Salut Kimo. Bonjour à tous. Salut. Et il y a un compte qui aujourd'hui relaye en France toute l'actualité du foot égyptien, avec passion. C'est sur X, le compte @11mars, et c'est... Masr. Parce que Masr, en fait, c'est Égypte en arabe. J'allais justement que vous demandiez, que vous m'expliquiez, les gars, vous les arabisants, de quoi il s'agit. Et c'est Nour qui anime ce compte et qui est avec nous. Nour, bonjour. Salut tout le monde, salut. Merci pour l'invitation. Bah, on est ravis de t'avoir. Nour, tu es d'origine égyptienne, j'imagine. Tout à fait. Ouais, d'Alexandrie. D'accord. Donc, et tu parles français, c'est-à-dire que tu as grandi en France. Raconte-nous un petit peu ton Ouais, tout ton à parcours. fait. En fait, la genèse du compte, en fait, c'est en France. On est là. Enfin, on a sur les plateaux TV beaucoup de représentants du Maroc, d'Algérie, de la Tunisie. Et l'Égypte, c'est le pays le plus titré sur le continent africain. Et en fait, je voyais personne en parler. Je trouvais ça un peu dramatique. Je me dis, bah mince, faut faire un peu bouger les lignes et si je crée un compte justement qui traite du football égyptien pour mettre en lumière ce joli pays qui a un peu tout raflé ces dernières années. Bah oui, mais parce que tu sais, on a l'image, moi, j'ai été à je sais pas combien de CAN depuis le début de ma carrière de journaliste. Et en fait, l'Égypte, on a toujours l'image du truc un peu secret, parce qu'en fait, on n'a pas les gens pour nous raconter, en fait, Hamza. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, et puis mine de rien, la force du football égyptien, c'est justement le football local aussi, au-delà de la sélection. Et il y a quand même beaucoup de joueurs internationaux qui, sur les différentes décennies, ont performé aussi au pays. Et il y en a pas beaucoup qui se sont exportés. Là, en France, par exemple, on a Abdelmonem, le défenseur de On a eu Mido il y a quelques années. On a eu Mido il y a quelques années à l'Ajax, à l'Olympique de Marseille notamment. Mais c'est vrai oui, effectivement, le joueur de Nantes qui a tenté sa chance aussi en Turquie, à Galatasaray notamment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui de joueurs égyptiens qui évoluent à l'étranger. Si tu prends l'équipe type aujourd'hui, ou si tu prends les 15 ou 20 meilleurs joueurs de la sélection, une très grande majorité évolue en Égypte. Même s'il y a l'élite, évidemment, les Salah, etc., etc. On va parler des clubs égyptiens, bien sûr. On va dire un mot de la sélection nationale. On va parler de la passion sur place. Moi, j'ai été à la dernière CAN en Égypte. Un match de la sélection égyptienne, c'est une ambiance extraordinaire. Enfin, en Égypte,
Ouais. Alors, justement, moi, c'est franchement, moi, c'est dans mon top 3 des ambiances africaines que j'ai vues. Si on peut tout de suite démarrer par ça, et déjà une première question, parce que c'était quand que tu y allais justement voir j'ai vu le match où malheureusement l'Égypte s'est fait sortir par l'Afrique du Sud. 2019, la CAN 2019. Exactement, la CAN en Égypte, dans le grand stade au Caire et tout. Le stade international du Caire. Écoute, il y avait un bruit tellement c'était un stade qui est ouvert, évasé et tout. T'as un bruit tellement dingue que tu peux pas parler à ton voisin qui était à 10 cm de toi. Parce que l'ambiance folle. C'est vrai que l'ambiance, alors là c'est déjà une première question que je pose à nos invités, mais il y a eu un avant et un après drame de Port Saïd en 2012 où il y a eu plus de 70 morts. Et c'est vrai que j'ai l'impression, encore une fois de l'extérieur, qu'on a profiter, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de cet événement pour dépolitiser totalement les tribunes et vider les tribunes. On a eu beaucoup de matchs pendant de longues années, des matchs à huis clos, et j'ai l'impression de l'extérieur qu'aujourd'hui on a un public un peu plus familial en tribune. Alors totalement, c'est Kimo qui parle, totalement. Kimo. Et en fait, il y a eu un avant et après 2012, enfin 2011 en Égypte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la révolution, il y avait des problèmes avec la police et puis les ultras. À l'époque, étaient très politisés, effectivement. Il y a eu ce match à Port Saïd et il y a eu 74 morts exactement. Et ça a changé la face du football égyptien. Tout a changé, aussi bien au point de vue déjà match à huis clos. Pendant plusieurs années, on en a beaucoup souffert. Ce qui faisait la force de l'Égypte, c'était vraiment son public de feu, ses supporters dans tout le pays. Il y a eu l'équipe nationale, aussitôt qui ne s'est pas qualifiée pour la CAN, éliminée par l'Afrique du Sud, ça a été une catastrophe. Chez Attal, l'entraîneur emblématique qui démissionne dans la foulée, là on se dit où est-ce qu'on va ? Le seul point positif, c'est que ça a permis de faire émerger un certain Mohamed Salah, parce qu'il est parti aussitôt en Europe. Et il y a une Nenni aussi qui a suivi, et ça, c'était le seul point positif, on va dire. Et on a mis beaucoup de temps à s'en remettre jusqu'à cette CAN 2017 où un peu le pays a rené sur le plan continental. Nour, t'es d'accord avec Kimo là ? Ouais, complètement, et même d'un point de vue économique. De fait d'avoir des stades vides, en fait, tu te retrouves avec des investisseurs qui commencent à perdre l'argent sur la durée, et tu te retrouves uniquement avec des clubs d'entreprises ou institutions qui eux, justement, profitent de la situation, contrairement à des clubs plus locaux, où justement le manque de public, ça fait un gros déficit dans les caisses d'année en année. Donc même d'un point de vue économique, c'est complètement catastrophique. Ce qu'il faut comprendre, Gilbert, aujourd'hui, c'est que par exemple, si tu prends les grands clubs, Al Ahly, le Zamalek ou Pyramids, qui en l'occurrence est en finale continentale, c'est qu'aujourd'hui ces clubs-là, lorsqu'ils ont un match de Ligue des Champions à jouer, même un quart de finale, même une demi-finale, souvent on a une jauge. Ça veut dire, alors c'est souvent la grande question, combien de spectateurs seront autorisés à pénétrer au stade international du Caire, par exemple, pour la demi-finale entre Al Ahly et Mamelodi Sundowns. Alors de plus en plus, on a des stades qui sont pleins à 100% ou à 80% de leur capacité, mais c'est pas toujours le cas. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, un match de championnat lambda, comment ça se passe, les gars, vous qui suivez ça ? On a parfois un match avec peu de monde, parfois avec un stade plein. Je sais pas, prenons un exemple, les derbys du Caire, là, entre Al Ahly et Zamalek, là, sur les derniers mois, comment ça s'est passé ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, ça s'est toujours bien passé d'ailleurs. Après, Nour, tu m'arrêtes si je dis bêtises, mais je crois que les dernières fois, ils avaient le droit à 20 000 supporters de chaque côté sur les derniers derbys. Mais après, il y a toujours, les stades sont pas totalement pleins. En fait. Après, il y a beaucoup de matchs qui sont exportés aussi aux Émirats pour tout ce qui est super tout ce qui est finale nationale, super coupe, voilà. Donc eux, ils ont le business, ils font ça avec plusieurs pays, avec les Espagnols, et l'Égypte a été un peu précurseur avec ça. Et c'est vrai que du coup, là, par contre, les stades sont pleins. Et effectivement, Hamza, ce que tu disais tout à l'heure, c'est devenu assez familial ce genre de match. Et on voit, alors qu'avant, c'était très masculin, c'était très. Moi, j'ai été à des matchs. J'ai été par exemple voir Al Ahly quand ils ont joué contre l'AS Roma en 2004. C'était un match de 100 000 personnes. J'ai jamais vu ça. C'était assez oppressant, alors que c'était un match amical. Hein. C'était assez oppressant. Il y avait la police partout. La police enflammait des bidons pour que les gens partent. Enfin, vous voyez, c'était des bidons pour faire de la fumée, pour que les gens partent. C'était assez impressionnant. Et le stade du Caire, avant, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Ouais, même le match de la 6e journée juste avant le barrage au Soudan entre l'Algérie et l'Égypte, il y a tellement de témoignages de joueurs algériens qui avaient été impressionnés par l'ambiance du stade international. Moi, derrière ma télé, j'avais peur, donc j'imagine sur place. Moi, je vous le dis, c'est une expérience à vivre. Nour, tu veux rajouter quelque chose ? Yes.
Non, je partage tout à fait. Enfin, dès qu'il y a des matchs à grands enjeux, Super Coupe, etc., c'est vrai qu'à chaque fois ça joue en Arabie avec ils ramènent des superstars, Totti, etc. Enfin, ils font les choses bien. Et honnêtement, on a une super ambiance quand on joue dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'en Égypte, malheureusement, les derbys, on est vraiment limité avec une jauge, comme l'a dit Hamza précédemment. Donc ça veut dire que les autorités veulent tout ça sous contrôle, en fait. Hein, si je comprends bien, c'est sans doute ça la raison. Ouais. C'est ça, et tu le vois pendant la CAN, par exemple, les joueurs n'ont plus l'habitude de jouer avec un gros public et parfois, tu sens que parfois qu'ils sont un peu submergés par l'émotion quand il y a des gros enjeux avec un gros public pendant la CAN notamment. Moi, je me souviens du match de l'Égypte, alors si je dis pas de bêtises, c'était face au Congo, je crois, qui qualifie l'Égypte pour la Coupe du Monde 2018, avec Salah qui marque sur penalty, je crois, à la dernière minute. L'ambiance avait été extraordinaire, tu avais l'impression qu'ils avaient remporté une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, alors qu'ils célébraient un retour, certes, en Coupe du Monde depuis de longues années. Les images étaient assez folles, où justement, ils avaient autorisé, je crois, le stade était plein. Je crois que c'est à Alexandrie d'ailleurs. Oui, à Borg El Arab, c'est un stade. C'était le plus beau stade à l'époque. Depuis, ils en ont fait un nouveau de 96 000 places dans la nouvelle capitale. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu ces dernières années, c'était un peu le stade fétiche. Déjà, c'est éloigné de la population du Caire. C'est à 220 km du Caire. Donc déjà, ça permet aussi, pour le gouvernement, ça a permis aussi d'épurer, de mieux organiser. C'est un match c'est un stade qui est vraiment au milieu du désert, hein, à 20 km d'Alexandrie, 25 km d'Alexandrie. Et ça a permis vraiment de réguler. Après la Révolution, ça a été vraiment le stade fétiche. Et en plus, à l'équipe nationale, il lui a porté bonheur. Donc ça, c'est quelque chose, ce stade-là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, voilà. Alors, si vous parlez d'Arabie Saoudite et de pays du Golfe où il y a des matchs qui s'organisent, c'est parce que l'Égypte est aussi beaucoup tournée vers le Golfe. C'est un pays qui est géographiquement situé, évidemment, on le sait, donc au nord-est de l'Afrique, qui joue dans la zone Afrique, bien sûr, ce qui fait partie de l'Afrique techniquement, mais qui est aussi très tourné vers ses voisins arabes du Golfe. Donc il y a beaucoup de ponts comme ça, géopolitiques et footballistiques qui existent entre l'Égypte et les pays du Golfe. Moi, avant qu'on parle de l'actualité des clubs, là, j'aimerais quand même qu'on fasse un débat un peu général. Est-ce que l'Égypte est toujours, aujourd'hui, les gars, selon vous, spécialistes, la première nation africaine du football? Le palmarès de la sélection nationale, évidemment. 7 Coupes d'Afrique, un record. Et le plus impressionnant sur le plan continental, en Afrique. Les clubs, globalement, ils éclatent à peu près tout le monde. Si on prend sur les 20 dernières années, le nombre de compétitions de clubs gagnés, c'est les Égyptiens qui sont loin devant. Mais malgré tout, ces dernières années, on a l'impression qu'il y a quand même un petit recul. Donc, qu'est-ce que vous dites, Nour d'abord, Kimo ensuite, et Hamza sera juge de paix. Vu qu'il est neutre, lui. Yes, effectivement. Nour. Oui. C'est vrai que ces dernières années, on a fait peur à tout le monde. Malheureusement, pour être honnête, on n'est plus ce qu'on était ces dernières années. On reste toujours une grosse équipe. Je dirais pas favori, pour être honnête. On a une capacité à peut-être casser le rythme, à frustrer les adversaires. On peut jouer avec nos qualités. On a deux monstres, Marmouche, Salah en pointe. T'envoies une balle en profondeur, on n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour la mettre au fond. Donc on reste une équipe redoutable, on reste loin encore de ce qu'on était pendant les années dorées. Mais voilà, je pense qu'il y a ce facteur-là qui est important. Après, il y a le facteur psychologique aussi. Quand tu joues l'Égypte, tu joues pas contre une petite équipe. Donc il y a eu pas mal de traumatismes. Je sais que la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on joue contre eux sur les réseaux, ils sont effrayés à chaque fois qu'ils jouent contre nous, alors que c'est plus l'équipe que c'était auparavant. Et donc je pense qu'il y a le facteur psychologique et le style de jeu qu'on a actuellement. Kimo ? Moi, je pense que déjà, sur le maillot, effectivement, on a les 7 étoiles. Donc oui, sur le maillot, sur le papier, on est aujourd'hui la plus grande équipe en Afrique. Comme le Brésil, elle est à 5 étoiles de Coupe du Monde sur son maillot. Effectivement, c'est la meilleure équipe du monde globale. Mais quand on regarde aujourd'hui, dans les faits, au jour actuel, non. Aujourd'hui, il faut être factuel. On a des superstars qui sont Marmouche et Salah. Et derrière, après, on a des joueurs moyens. Des très bons joueurs de football, effectivement, qui sont locaux, un petit peu en Europe. Mais il y a quand même un recul par rapport à des sélections comme le Maroc. Le Sénégal, on a bien vu, dernière finale de Cannes, le Sénégal, ils n'avaient que des monstres qui jouaient en Europe, des joueurs reconnus. Nous, on avait Mohamed Salah. Et c'était le seul joueur à l'époque connu. Avant même Marmouche était là, il y avait Trezeguet, il y avait tous ces joueurs-là. Mais c'était des joueurs
sont en dessous, en fait. Et on le voyait bien dans le jeu, il y avait quand même des lacunes. On a un gardien qui est sorti de nulle part, qu'on a recyclé. L'Égypte, en fait, c'est une équipe qui est illisible. Donc on peut faire des compétitions extraordinaires avec des inconnus, comme on peut être favori et s'écrouler comme en 2019. Donc en fait, l'Égypte, c'est vraiment... Moi, je suis assez ami avec Mohamed Momo Sissoko, qui me dit toujours, Kimo, comment ça se fait que l'Égypte, on n'arrive jamais à savoir si on va gagner ou les battre. Quand on a une préparation, quand j'ai des joueurs qui jouent avec le Mali ou d'autres sélections, ils savent jamais, ils disent les Égyptiens, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont un mental, en fait, qui, même s'ils ont des lacunes, ils peuvent nous passer devant. Et c'est ce qui se passait souvent, en fait. C'est vraiment, des fois, c'est une équipe qui joue beaucoup au mental. Peut-être c'est ça la différence aussi par rapport aux autres pays africains. Oui, puis il y a sans doute un petit creux sur la sélection nationale, il y a sans doute un petit creux générationnel, comme vous l'avez dit là. Alors Hamza, toi, comment tu réponds à cette question? Non, mais l'Égypte, tu sais, c'est un point commun, je trouve, qu'ils ont avec les Camerounais, c'est le poids de l'histoire. Et n'importe quel pays qui demain affronte l'Égypte, peu importe la génération, je suis pas sûr qu'elle soit rassurée de jouer l'Égypte en match à élimination directe. Ça ne veut pas dire que l'Égypte va se qualifier. C'est comme quand tu vas jouer le Real dans une compétition de club en Europe, même s'ils sont pas bien, ça reste le Real. Exactement, ça reste le Real Madrid et sur une double confrontation ou sur un match sec, ils sont capables de te gifler sur des instants clés, la gestion des émotions, la gestion des instants clés. La CAN de l'Égypte en Cameroun, c'en est l'illustration, je trouve, la plus simple et la plus parfaite. Ils viennent sortir, alors déjà la Côte d'Ivoire en 8e de finale, au terme d'une confrontation où sincèrement avant le match tu te dis bon, la Côte d'Ivoire a quand même ses chances, ils avaient impressionné notamment sur ce match face à l'Algérie. Derrière tu arrives en quart de finale, tu joues face au Maroc, le Maroc qui avait été peut-être à mes yeux en tout cas l'équipe la plus séduisante sur le premier tour, ils viennent gifler le Maroc après prolongation. Derrière tu as une demi-finale, pareil, ça se joue jusqu'au tir au but face au pays hôte, si je dis pas de bêtises, c'était face au Cameroun. Et puis derrière en finale Clinton NJ qui rate le tir au but. Et derrière, tu arrives en finale face au Sénégal où tu les pousses là aussi jusqu'au tir au but. Alors que c'est vrai, sur le papier, j'entends le discours du creux générationnel parce qu'encore une fois, alors je suis peut-être plus jeune que toi, sans te faire offense Gilbert, moi la plus belle équipe ou l'équipe la plus impressionnante que j'ai vue en Afrique, c'est l'Égypte génération dorée 2006, 2008, 2010, le triplé historique qui n'a été jamais réalisé à part à cette période. Mais il y a eu des joueurs exceptionnels à cet instant-là et puis derrière les 3 Coupes d'Afrique suivantes, l'Égypte ne les joue pas, ne se qualifie pas. Reviens derrière en 2017, tu vas de manière là aussi totalement surprenante jusqu'en finale au Gabon où tu vas perdre à la dernière minute face au Cameroun. 2019, la CAN à domicile, ils sont attendus, ils sont sortis. 2021, pareil, tu vas de nouveau en finale en sortant tous les gros, en les emmenant tous en prolongation et quasiment tous au tirs au but. Et tu parlais tout à l'heure du match face au Sénégal. La finale face au Sénégal, tu vas jusqu'au tirs au but. 2 mois plus tard, tu les joues en barrage de Coupe du Monde sur une confrontation aller-retour. Là aussi, tu les emmènes aux tirs au but. Donc, cette équipe égyptienne, jamais, au grand jamais, moi en tout cas, je me prononcerai avant un match en me disant ça va rouler, peu importe l'adversaire, peu importe la qualité de l'adversaire. Les Égyptiens, il faut les sortir. Mais il y a quelque chose en fait en Égypte qui est appris dès le plus jeune âge, et en fait il n'y a pas ça pour les joueurs par exemple qui sont binationaux, c'est qu'on leur apprend très jeune la résilience. On leur apprend aussi à... Je sais que par exemple là-bas ils veulent tous gagner, tout le temps gagner, ils perdent un match, les jeunes ils pleurent, vous voyez, il y a vraiment, c'est de l'émotionnel, et on leur apprend à la gestion des émotions et aussi vraiment cette envie de gagner, de se battre pour le pays, la patrie, et c'est quelque chose qui est plus fort que tout en fait pour eux. Et c'est vraiment en Égypte, c'est quelque chose d'ancré en fait. Et dès tout petit, on leur apprend ça. Et ça joue. Je suis certain que ça joue quand ils jouent à des équipes africaines avec beaucoup de binationaux. Et ben ce facteur-là, plus le fait de connaître bien les terrains africains, parce qu'il y a beaucoup de joueurs locaux, cette mayonnaise en fait permet de prendre et de pouvoir déjouer n'importe qui. J'en suis sûr, la Côte d'Ivoire, comme disait mon collègue égyptien tout de suite, peu en apathie parce que justement ils étaient face à des joueurs. Alors déjà techniquement c'était très fort parce que ça jouait dans les mêmes clubs, et face en plus à un mental comme ça, en face ça allait jamais lâcher. Donc au bout d'un moment c'était Drogba, il arrêtait pas tous les matchs qu'il a joué contre l'Égypte, il marquait pas, il tombait sur El Hadari parce qu'il avait pris l'ascendant dans son cerveau, quoi. C'est vraiment, si on peut qualifier l'Égypte, c'est vraiment le mental avant tout. Tout à l'heure, tu parlais de Cheata. Je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est Nour ou Kimo qui en parlait. Est-ce que dans les moments creux là, récents, est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis aussi de choix de sélectionneur, Nour? Qu'est-ce que tu en penses? Clairement, j'ai l'impression, chaque semaine, je tweete changement de coach sur le compte, pour être honnête. On change de coach très récemment.
soit on est trop défensif, soit les résultats sont pas bons. Enfin, on n'a jamais eu de stabilité depuis Shahatan, effectivement. Et là, on se retrouve en cas, on a tellement déboursé dans le licenciement de coach, on se retrouve actuellement avec un coach local qui est payé pas cher, mais qui est une figure historique en Égypte, qui est Oussama Hassan, mais qui, nous, on espérait des coachs européens, Hassan qui avait été le recordman de sélection, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur et c'est le deuxième joueur le plus capé. Il a été dépassé par Ahmed Hassan, je crois. C'est ça, exactement. Meilleur buteur, donc c'est une grosse gueule, pour être honnête. Il a un coaching vraiment atypique, c'est vraiment un coach atypique. Et si vous voulez un peu des insides, la semaine dernière, j'étais en restaurant avec un joueur de la sélection égyptienne qui me disait Oussama Hassan, c'est le pire coach qui a jamais entraîné l'histoire de la sélection égyptienne. Mohamed Salah, qui est son meilleur ami, n'en peut plus de lui. Pour être honnête, il a un coaching vraiment exécrable, et dans le sens où il y a qu'un seul c'est-à-dire quoi, parce que les joueurs oui. Suivent pas ce qu'ils veulent, ou il y a une mésentente entre les joueurs et lui. En fait, pour quelle raison? il a un caractère extrêmement fort. T'es pas content, t'es pas d'accord avec lui, il t'insulte et te met sur le banc. C'est vraiment drastique comme coaching. C'est vraiment pas académique. Et c'est contraste avec les anciens coachs qui oui, c'est pas en mode européen où on se prend dans les bras à la Jürgen Klopp, quoi. Pour ça, là, c'est pas tout à fait pareil. Exact. Mais nous, est-ce que c'est pas ce qu'il fallait à l'Égypte, justement? Est-ce qu'il ne fallait pas justement à des stars comme Mohamed Salah et des joueurs comme ça? C'est ce qu'on ne voulait pas aussi. Parce que depuis que Oussama Hassan est là, Mohamed Salah n'a jamais aussi bien joué en sélection, et plusieurs joueurs. Donc c'est peut-être que je sais que tout le monde le décriait quand il est arrivé. Mais lui, on le connaît, Oussama Hassan, c'est un fou. Il s'est battu. Hamza, il est parti en Algérie. Il s'est battu avec des policiers filmés. Tu regardes sur YouTube. Il a peur. Il est complètement fou, en fait. Il a peur de. C'est un gars. Il vit. Et c'est le gros problème aussi. C'est là aussi son point faible, c'est que c'est un gars. Il vit le match. Il n'est pas sur le terrain, mais il vit le match. Et du coup, on avait besoin d'un gars qui allait leur mettre un peu. Excusez-moi de parler comme ça, des coups de pied aux fesses pour pouvoir se réveiller, parce que ces dernières années, c'est vrai qu'on avait un petit peu les starlets et puis les locaux qui suivaient un peu les starlets. Et là, du coup, maintenant, je pense que l'équipe, on a trouvé une vraie équipe. Après, Nour, si t'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire. Je sais que j'ai beaucoup de détracteurs dans ce que je dis. Alors, deux choses. En effet, c'est vrai que ça joue un peu mieux, mais il y a une petite raison, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Oussama Hassan a repris l'équipe, on ne joue que des petites équipes. Il a refusé pratiquement tous les matchs amicaux contre des gros. Il a peur, en fait, j'ai l'impression qu'il a peur de se faire sortir avant la CAN. Donc, il a refusé un match amical contre le Cameroun et d'autres nations. Il préfère jouer. Tu dis, il a peur de se faire virer si jamais il perd contre une équipe européenne, par exemple, ou une grosse équipe africaine. C'est ça. Par exemple, là, on avait un camp de juin avec l'équipe nationale. Il a annulé le camp de juin. Le rassemblement, le motif, c'est qu'il n'avait pas assez de joueurs. Ça, c'est vrai, parce que Salah est au repos. Marmouche va disputer la Coupe du Monde des clubs. Et Al-Ahli aussi va disputer la Coupe du Monde des clubs. Du coup, il n'y a plus vraiment beaucoup de monde qui sera disponible pour juin. Et il a refusé également de disputer la Coupe arabe qui va bientôt avoir lieu, juste avant la CAN. Donc, franchement, il prend vraiment zéro risque pour pas sauter avant la CAN. Donc, on n'a vraiment pas eu de test encore avant la CAN, j'ai l'impression, et on va un peu avoir un saut dans le vide quand on va jouer contre une vraie équipe. C'est inquiétant quand même. Bon, c'est quand même une légende du foot égyptien, le gars. C'est pas n'importe qui non plus. Alors, à le décrire, là, j'ai l'impression d'entendre une espèce de Diego Simeone, un peu déglingo, quoi. Gilbert, il est pire que ça, Oussama Hassan. Je vais te raconter une anecdote que Mido racontait. En match contre le Sénégal pour les qualifications de la Coupe du Monde, je crois que c'était le Sénégal, je ne sais pas si je me trompe du pays, en fait c'était pour la qualification de 2002. Mido entend crier dans le vestiaire à la mi-temps du match. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il entend la voix d'Oussama Hassan, il fait mais sur qui il crie et tout. Il était en panique, ils étaient en panique. Il regarde, il était tout seul, Oussama Hassan, en train de regarder son genou. Il criait sur son genou parce qu'il était blessé. Il criait me lâche pas, me lâche pas, me lâche pas, comme ça à son genou. C'est un gars, en fait, il a un mental. Il a un mental, en fait. C'est un gars, il est prêt à mourir sur le terrain. Et donc, il veut que ses joueurs soient pareils. Alors, effectivement, ça prendra pas. Mais moi, je pense qu'on a besoin d'un mec comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui, pour revenir sur le caractère du sélectionneur Hassan et peut-être de ses accroches avec certains joueurs, c'est ce qui justifie notamment la mise à l'écart d'Emam Achour, parce que j'aime beaucoup ce joueur qui a un profil assez intéressant au milieu de terrain, qui avait été plutôt performant que ce soit avec son club, et il l'est d'ailleurs en ce moment, ou avec le précédent sélectionneur, Rui Vitória en l'occurrence, et ça fait quelques rassemblements qui n'a pas été convoqué.
Exactement, lui, effectivement, il y a eu un accro. Pareil pour Mostafa Mohamed, il y a eu un petit accro, mais Mostafa Mohamed s'est excusé. C'est vrai, il faut vraiment aller dans le sens des vagues, sinon tu sautes directement avec ce coach. Bon, c'est marrant parce que c'est vraiment l'opposé de la tendance globale du coaching en ce moment, qui est très participative, où on demande aux joueurs si tout va bien, si l'épouse va bien, les enfants vont bien, s'il a bien dormi. Oui, c'est vrai. Et ce qui est curieux, moi je trouve, alors peut-être aussi parce que je suis détaché, mais je trouve extrêmement dur déjà le fait de s'être séparé de Rui Vitória, le précédent sélectionneur, parce qu'effectivement il y a une Coupe d'Afrique. Il n'a pas eu des résultats. Il y a une Coupe d'Afrique décevante, mais je trouvais que le processus qu'il était en train de mettre en place, c'était plutôt intéressant. Forcément, moi je fais partie de ceux qui voyaient l'Égypte parmi les deux grosses nations pour la CAN. Il y a eu un premier tour décevant avec des matchs un peu où ils se sont pris les pieds dans le tapis face au Mozambique. Mais finalement, cette sélection-là, avec Rui Vitória, je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'il essayait de mettre en place, surtout qu'il joue la CAN avec quand même le capitaine, la grande star qui se blesse. Et c'est vrai qu'on ne lui a pas forcément laissé la chance. Oui, mais Hamza, ça manquait de panache. L'équipe, la dernière CAN, là, ça manquait de panache. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait rien. Tu sentais qu'ils n'étaient pas... on sentait que ça passait, à chaque fois, c'est passé à Rikiki, c'était compliqué. La séance de pénalty, je te raconte même pas, c'était une catastrophe. Enfin, tu vois, on sentait qu'il n'y avait pas la hargne. Et justement, c'est ce qu'il fallait à l'Égypte. Il faut quelqu'un qui va leur mettre, vraiment la rage. Là, on sent qu'ils ont besoin de ça. Cette génération, c'est des enfants gâtés pour beaucoup. Regarde, on parlait de Mostafa Mohamed tout à l'heure. Là, à Nantes, c'est compliqué un petit peu avec Comboiré, ça se passe pas très bien parce qu'effectivement, il veut plus de jeu. Ça, c'est le problème un peu aussi de nos joueurs. Quand ils viennent d'Égypte, ils veulent tout, ils ont tout. Donc quand ils viennent en Europe, il faut pas ils ont du mal à comprendre un petit peu certaines règles. Et c'est vrai que Mostafa Mohamed, là, Galatasaray, c'était compliqué. Il fait une super début de saison, c'est compliqué. Et après, il va à Nantes, ça commence bien. Il y a toujours un problème, vous voyez. C'est des gars, faut toujours être derrière eux. Alors, Mostafa Mohamed, on se souvient de l'épisode avec Robélier. Vous vous souvenez, quand Saint-Etienne s'intéressait à lui, qui s'est retrouvé à la télé égyptienne en train de balancer les histoires de transferts ratés et tout. J'en parle pour parler un peu des médias locaux. Est-ce que le cas, par exemple, Osama Hassan fait débat ? Est-ce que c'est enflammé en Égypte autour de ça ? Ou est-ce que malgré tout, quand même, autour de lui, il y a une cohésion à la fois du public et des médias ? Alors c'est un peu des deux. Le pays, le pays est fracturé en deux. Enfin, t'as les pro Hassan et les anti Osam. C'est vraiment pour l'instant, il fait que de gagner. Donc j'ai envie de te dire que pour l'instant, il n'y a pas trop de vagues. Mais j'attends juste une défaite. Tu vas voir que les médias vont s'enflammer. Ils attendent que ça. Il est attendu à chaque tournant. C'est pour ça. Il prend vraiment zéro risque pour l'instant à disputer contre un gros. Mais c'est une question de temps, je pense, avec lui. Sachant que du coup, pas de rassemblement en juin, il ne reste que des matchs de qualif Coupe du Monde avant la Coupe d'Afrique qui aura lieu en décembre et janvier prochain au Maroc. Et l'Égypte, sauf cataclysme, jouera la Coupe du Monde puisqu'ils ont 5 points d'avance sur le Burkina Faso. Donc ils devraient quand même se qualifier sans trop de problèmes. L'Égypte qui n'a pas joué énormément de Coupe du Monde dans son histoire. Hein. Autant les Cannes... ils en ont gagné évidemment plein, tu l'as rappelé tout à l'heure. 34, 90 et 2018, à chaque fois éliminés au premier tour. C'est assez étonnant. Souvent, ils se sont foirés dans les qualifs, les Égyptiens. Il y a, juste pour finir sur la question du sélectionneur, il y a quand même une culture du sélectionneur. C'est un pays qui a un foot très développé, des clubs très développés, une sélection qui gagne, mais il y a quand même malgré tout une culture du sélectionneur étranger. C'est-à-dire que c'est ça, souvent dans l'histoire, là j'ai la liste sous les yeux de tous les sélectionneurs qui sont passés, même depuis les années 60, il y a souvent eu des étrangers, alors divers, alors je rappelle les Hector Cooper, Aguirre, Carlos Queiroz plus récemment, bien sûr, Tardelli Gérard Gilly a été sélectionneur de les heures sombres, tout ça. Non mais je veux dire, moi je suis le premier à ne pas vouloir un sélectionneur étranger en France. Moi je m'étonne qu'en Égypte il y a eu souvent des sélectionneurs étrangers. Ça c'est africain en fait. Regarde tous les pays africains, c'est beaucoup de sélectionneurs étrangers. Oui, l'Égypte a une particularité là-dessus parce que ils ont quand même un championnat hyper développé, des clubs puissants, donc ça veut dire forcément des écoles de coach. Oui, mais les coachs. C'est vrai qu'on a. Sans prie. Alors Nour et Kimon ensuite, vas-y Nour. Yes. Ouais, c'est vrai. Si tu regardes bien, on a très peu d'entraîneurs et très peu de préparateurs. Au niveau des diplômes, c'est vide en Égypte. Pourtant, 120 millions d'habitants, on peine à trouver un gars diplômé
correctement. J'avais un coach qui disputait une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe des Confédérations, avec un club qui pouvait même pas assister au match car il avait même pas de diplôme, il devait regarder depuis les tribunes. C'est pour te dire à quel point on est en manque de diplômes. Au niveau de la nation, là, il y a Mohamed El-Neni qui passe ses diplômes UFAB puisqu'il a un coin de sa tête de reprendre la sélection égyptienne un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que là, il y a une grosse pénurie de diplômes au niveau des coachs. Ça, c'est quand même assez étonnant. Ouais, Kimo, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, après, c'est vrai que les problèmes des entraîneurs, il a tout à fait raison, là, vraiment, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que les entraîneurs égyptiens aussi, sur les matchs internationaux, il y en a, c'est très compliqué. En fait, moi, je me rappelle du match France-Égypte qu'il y a eu au Stade de France en 2003. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match. Tout à fait. J'y étais. L'entraîneur égyptien, il est arrivé. Vous étiez encore à l'école. L'entraîneur égyptien, il est arrivé. Il a cru que c'était le moment de sa vie. Il est arrivé, je crois que ça s'appelait Mohsen Salah à l'époque. Il est arrivé, il avait un costume des années 70 avec les épaulettes, la grosse cravate. Et il était là, et tout le monde le regarde. Il nous a foutu la honte un peu, alors que le gars d'habitude était en survêt. C'était le moment de sa vie, quoi. C'est le problème. Des fois, ils sont un peu impressionnés. Ils n'ont pas l'habitude. Et c'est vrai que chez Atta, justement, c'est pour ça que tout le monde. Il a mis tout le monde d'accord. Il avait ce professionnalisme, cette vision du jeu, et puis aussi, il n'y avait rien qui l'impressionnait, en fait. Et du coup. Il a mis l'Égypte très haut à l'époque. Bon, parlons un peu des clubs. Et évidemment, il faut qu'on sache tout du club de Pyramids. Parce qu'en Égypte, on connaît... Pourquoi Pyramids ? Parce que Pyramids va jouer la finale de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions africaine, donc face au Mamelodi Sundowns, le club sud-africain surpuissant du moment en Afrique. Finale aller le 24 mai, finale retour le 1er juin. Les clubs historiques Zamalek et Al Ahly, excusez-moi, je ne le prononce pas en arabisant, les gars, je compte sur vous pour faire mieux que moi, bien sûr. Ça, c'est les clubs qu'on connaît historiquement. Pyramids, c'est un nouveau venu dans le paysage. Nour, raconte-nous, c'est quoi ce club, d'où il vient, qui le détient, voilà, tout ce qu'il faut savoir sur Pyramids. Ouais, si tu veux, Pyramids, c'est un club qui a émergé, tu me trompes, Kimo, je crois, ces 7 dernières années en moyenne, à 6 dernières années par des investisseurs saoudiens. Ouais, 7 ans, c'est pas très loin. Des investisseurs saoudiens au départ, et du coup, ils ont investi massivement en Égypte, justement, pour essayer de concurrencer ces deux géants, ces deux mastodontes égyptiens. Et vraiment, au fur et à mesure des années, tu vois que ça monte en puissance et ils arrivent à ramener des vrais joueurs année après année. Et pour être honnête, là, ils arrivent à faire du super boulot, même en championnat. Ils sont à 2 points d'Al Ahly, chose qui vont peut-être remporter le premier championnat de leur histoire. Donc, franchement, chapeau pour le travail pour ces 7 dernières années, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est un club créé de toutes pièces qui a été comme ça. Ah non, vas-y Kimo. Alors c'est un club qui a été racheté. En fait, c'est un ancien investisseur d'Al Ahly avec qui il s'est brouillé avec Al Ahly qui s'appelle Turki El-Cher, c'est ça C'est ça exactement. Voilà, ouais. Turki El-Cher qui a en fait ils sont embrouillés. Il a acheté un club, il a pris Pyramids et avec des fonds saoudiens effectivement. Et il était ministre à l'époque là-bas et du coup il a investi. Au bout de quelques mois, il a voulu revendre le club. Et puis en fait, il y a d'autres fonds saoudiens qui sont revenus et le club en fait a perduré. Et ils n'ont pas rentré dans la stratégie d'acheter des stars tout de suite, comme a fait le PSG par exemple il y a 13 ans. Non, ils ont acheté des très bons joueurs locaux et 1 ou 2 joueurs confirmés en Europe. Et la mayonnaise a pris petit à petit. Au début, les gens étaient sceptiques. Moi, le premier, je ne pensais pas que ça allait vraiment durer. Je pensais que c'était un peu un effet de mode. Et puis aujourd'hui, à défaut d'avoir beaucoup de public, ils ont quand même une vraie équipe avec des joueurs locaux qui ont une bonne expérience en Europe ou des joueurs d'Al Ahly, Zamalek. Donc c'est quand même. Citons la légende Fiston Mayele, par exemple. Exactement. Mais justement, ça fait partie de ces joueurs un peu internationaux africains. Il y a Ibrahim Blati Touré aussi, l'international burkinabé, qui avait fait une CAN exceptionnelle au Cameroun, je crois, en 2021. Ils ont su, j'ai l'impression, construire avec derrière d'autres jeunes talents ou ex-jeunes talents que l'on attendait. Je pense à Ramadan Sobhi, je pense à Ibrahim Adel aussi, qui a longtemps été considéré comme le futur joyau du foot égyptien. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore le cas. Oui, ça l'est toujours. C'est sa dernière année, j'espère. Tout le monde, on espère tous que c'est sa dernière année en Égypte et qu'il va montrer son talent en Europe. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir à quel point en Égypte Pyramids a réussi assez rapidement à devenir une figure presque incontournable aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait 2 géants. Maintenant, même s'il n'y a pas encore le palmarès parce qu'il n'y a pas encore l'histoire,
Pyramide, c'est aujourd'hui trois géants, enfin fait partie des 3 géants, parce que désormais c'est 3 titres entre guillemets de vice-champion. Là, peut-être un premier titre de champion d'Égypte, peut-être un premier titre de champion d'Afrique. Ils ont été finalistes de la Coupe de la Confédération il y a quelques années, donc c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Mais ils ont une fanbase, enfin je veux dire, il y a des supporters, parce qu'un club comme ça qui existe depuis 7 ans, ça peut paraître un peu artificiel, les gars, non ? Ouais, je crois que un peu comme lors des derniers matchs, j'ai vu qu'ils avaient invité des élèves d'école et les avaient distribué des maillots de Pyramids FC pour constituer un public, parce qu'il n'y avait pas trop de public pour les encourager. Ils sont très forts en marketing, c'est un des clubs qui est le mieux doté au niveau des coms, etc. Donc tu sens qu'ils veulent bâtir une nouvelle image, un peu une image premium qu'on ne retrouve pas forcément chez les Zamalek par exemple, et ils essaient de jouer un peu sur ça pour amener des investissements et construire une fanbase sur le long terme, mais pour l'instant c'est pas comme l'Ahli ou Zamalek, on est encore loin de là pour l'instant. C'est assez étonnant ce genre de club c'est un peu fake quoi, Kimo, pour résumer. En fait, c'est pas que c'est fake, il y avait une base, il y avait un club, ils ont un stade au Caire, ils ont des très très beaux maillots aussi. Effectivement, Nour, t'as bien fait de le dire, effectivement, ils sont très forts en marketing. Quand on voit le maillot du Zamalek où il y a 10 000 pubs dessus, et voilà, c'est pas folichon. Et qu'on voit le maillot du Pyramide à côté, voilà, ils sont assez cintrés, ça en jette. Les joueurs aussi. Ils prennent, on voit qu'on les voit beaucoup à la télé, dans les émissions pendant le Ramadan, les émissions de télé-réalité, les joueurs ils sont souvent invités. Voilà, il y a tout un business derrière qui a moins avec les 2 autres géants du Caire. Bon, considérons quand même qu'ils ne sont pas favoris de la finale, les gars. Mamelodi Sundowns, a priori. J'ai l'impression que c'est 2 grands projets qui s'affrontent. Avec match retour en Afrique du Sud en plus. Ouais, c'est ça. Donc, 2 grands projets qui s'affrontent. Bon, moi, je pense que aujourd'hui, le championnat sud-africain est en train de monter sacrément en puissance et que Sundowns, ils ont beaucoup échoué et que là, ils ont besoin d'avoir une vraie revanche. Et là, je pense que Pyramids peut en faire les frais, malheureusement. Parce que ça sera leur première finale. Et je pense que vraiment... Contre Al-Ahli, ils sont passés de justesse, mais je pense que contre Pyramids, c'est leur première finale, ça va être plus compliqué pour Pyramids. Après, ça reste du foot. Dis-moi, voilà, petite correction, match retour en Égypte. Oui, c'est ça ce que je disais, le 24. Je n'osais pas vous contredire, mais je pensais que j'ai vu que c'était le 24 là-bas. Non, moi j'avais vu ça. Bon, je me suis trompé. Donc, premier joueur en Égypte, match retour. D'ailleurs, on avait à un moment eu des finales de Ligue des Champions africaine sur un match. Sur terrain neutre, sur un match. Et on est revenu à des matchs aller-retour. En fait. Je me souviens de la justification à l'époque, c'était de dire en Afrique, évidemment, c'est pas comme en Europe où 30 000 spectateurs de 2 équipes peuvent se déplacer dans un stade, c'est beaucoup plus compliqué parce que forcément les gens n'ont pas les moyens, les liaisons aériennes sont parfois compliquées, donc on est revenu à la formule aller-retour qui semble convenir à peu près à tout le monde. Moi, c'est ce que je préfère en tout cas, le nombre et on le voit encore chaque année, le nombre de clubs qui n'ont pas forcément les moyens de privatiser un avion, voire même d'avoir son propre avion direct. Le nombre de clubs qui pour aller jouer, pour aller d'un endroit A à un endroit B en Afrique doit faire des escales à Istanbul ou à Dubaï. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps perdu, donc c'est le plus... Après, espérons quand même que pour la finale retour Pyramids Sundowns, il y aura du monde au stade quand même. Oui, ils feront comme à la CAN 2006, ils avaient mis des militaires pour les matchs où il n'y avait pas l'Égypte, il y avait des matchs où il n'y avait personne dans le stade, ils avaient mis des militaires avec des survêtements de toutes les couleurs. Ça je l'ai vu à la CAN, même à la CAN la dernière en 2019, comment s'appelle la ville au sud de Port Saïd, là où il y avait les matchs... Esmaïlia, non? Exactement, la ville de Claude François. Ça c'est une spécialité égyptienne en fait. Ils remplissaient le stade effectivement avec les militaires. Bon. Tout à fait. Je l'ai même vu au handball, figurez-vous. Championnat du monde de handball, 99. L'Égypte, une grande puissance de handball. Bien sûr. Très grande puissance. Pareil, l'ambiance pour les matchs de hand de l'Égypte, c'était complètement fou. Je vous raconte une anecdote. Allez. Il y avait un match France-Égypte qui était qualificatif pour les Jeux Olympiques de Sydney. C'est-à-dire, si la France gagnait, elle allait aux Jeux Olympiques. Si l'Égypte gagnait, elle allait aux Jeux Olympiques. Donc c'était chaud, c'était au Caire. Vraiment à l'extérieur, quoi. À l'époque, c'était Daniel Costantini, le sélectionneur français, qui était un peu le patron du hand français, et le président de la fédération égyptienne de hand, qui aujourd'hui est le président de la fédération internationale d'ailleurs. La France commence à prendre le dessus, on est en prolongation, donc c'est très chaud. Et le mec, en fait, il rentre sur le terrain, et comme il voit que l'Égypte va... Et il fait « on arrête, stop !» Donc là, ça part complètement en vrille, les arbitres, mais qu'est-ce que vous faites là? Et donc il voulait arrêter le match, le gars, parce qu'il voyait que l'Égypte allait perdre, tu vois. Donc il y a de la passion, même dans le handball en Égypte. Voilà. C'était mon anecdote handball, les gars.
Celle-là, elle n'était pas sur ton compte X, celle-là. T'as un deuxième club qui ressemble à Pyramids FC, qui est en train de monter en puissance, là, qui dans C'était 5 l'époque ans, Jackson Richardson. 5-6 ans, alors. Exactement. C'est quoi le deuxième club? Vas-y, Nour. C'est ZFC, c'est un club qui est détenu par Sawiris, qui est en fait un milliardaire égyptien qui détient Aston Villa. C'est le propriétaire d'Aston Villa. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il envoie des joueurs de ZFC avec les U18, les U17 d'Aston Villa pendant 1-2 ans, et tu vois des joueurs émerger, évoluer en Angleterre pendant 2-3 ans et revenir en Égypte bien formés et bien avec une valeur marchande beaucoup plus intéressante. Donc c'est un projet qui à long terme va faire beaucoup de bruit en Égypte sur le moyen et long terme. Ah, mais donc il y a quand même des ZFC moyens à retenir. Il y a des moyens financiers assez importants quand même, ce qui fait qu'aujourd'hui le championnat égyptien reste le premier quand même au niveau économique en Afrique de très loin. Ouais. Combien gagne c'est quoi les salaires? Alors moi j'ai eu cette chance. Vous avez une idée des salaires là? Par exemple, on parlait de Fiston Mayele, par exemple, les gars qui sont pas, ou alors les stars égyptiennes qui jouent dans les grands clubs. Parce que historiquement, on dit toujours oui, ils viennent pas en Europe parce que ils sont très bien traités chez eux, donc ils ont aucune raison de partir. Donc balancez-nous un peu les salaires, les gars. Kimo, je sais pas si tu les connais, moi je les connais pas trop, mais de ce que je sais, c'est que c'est pas assez alléchant pour bouger en Europe, ça vaut pas assez le coup. Ouais. Effectivement, en fait, aujourd'hui, un budget d'Al Ahly, c'est un budget d'un club de Ligue 1 du haut de tableau. C'est un joueur d'Al Ahly, par exemple, il y a des joueurs à Al Ahly qui gagnent 150 000 euros par mois. Pour l'Afrique, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont tous, en plus, ils ont des cadeaux, ils ont des, parce qu'ils sont beaucoup. Il y a des joueurs, les joueurs sont appréciés dans le monde arabe, comme tu disais tout à l'heure, Gilbert. Donc des fois, ils reçoivent des cadeaux d'un milliardaire. Ils vont gagner un match, un Émirati va offrir des montres, des Rolex à toute l'équipe comme ça. Ils ont des avantages, des voitures, des sponsors aussi, parce qu'il y a beaucoup de sponsors. Il y a Vodafone en Égypte qui leur donne quand on va au Caire, on voit Mo Salah sur tous les panneaux pubs de la ville. C'est assez incroyable. On avait Imam Achour sur la photo précédente. Lui, il a tenté sa chance en Europe à Midtjylland, ça s'est pas bien passé. À peine 6 mois ou 12 mois plus tard, il est revenu en Égypte. Non, il est parti 4 mois en fait, mais il s'est blessé en fait. Il a marqué. Regarde Hamza, il a marqué sur ses deux premiers matchs, et ça, sur 3 premiers matchs, il a mis 2 buts. Ouais. Il s'est blessé, il est reparti en Égypte. Après, j'avais l'impression que l'Europe était un moyen pour lui de passer du Zamalek à l'Ahli avec, en mode incognito, sans faire le transfert direct par l'Europe. T'as pas tort. Il t'a pas tort, il a tout à fait raison. C'est vrai que j'ai pas là-dessus, c'est vrai qu'il a tout à fait raison. Mais de toute façon, les joueurs égyptiens qui vont en Europe et qui repartent, il y en a plein et qui vont faire des. Je sais pas si vous venez. Amrozaki, si vous venez de lui. Oui, il a joué à Wigan en première ligue. Meilleur buteur, première partie du championnat anglais. Ciseaux contre Liverpool, tout le monde l'annonce au Real de Madrid. Il part en Égypte, il revient pas à la mi-saison. Il part en vacances, il revient pas. Bon. C'est mentalité en fait du joueur égyptien, c'est très local. C'est pour ça. Alors on n'a pas beaucoup parlé de Salah, mais c'était pas trop le sujet aujourd'hui. On voulait plonger vraiment dans le foot égyptien avec vous. J'aimerais quand même qu'on finisse avec Marmouche parce que là c'est quand même sans doute la future big star égyptienne. Comment vous voyez ce gars-là et puis qu'est-ce qu'on en dit au pays? Nous recommence si tu veux. Alors ouais. Alors le fameux cas Marmouche, il fait beaucoup débat en Égypte. Parce qu'en club, il est incroyable. En sélection, je crois, Kimo, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je crois qu'on préfère tous Trezeguet à son poste. Oui, totalement. Avec la sélection égyptienne. Totalement. On comprend pas le vide, la différence. Qu'est-ce qui se passe en Égypte, mais il est méconnaissable. Carrément, Osama Hassan avait fait jouer du coup Marmouche ailier gauche et Trezeguet en piston gauche, pour avoir les deux carrément, parce que Marmouche faisait pas le taf et donc il y a un gros sujet en sélection. Ça fait 2-3 années, on attend, il n'y a rien qui se passe. Et ça commence à durer, pour être honnête, et on commence à se poser des questions. Et c'est là qu'Osama Hassan, il peut justement, avec son caractère, lui mettre un coup de pied aux fesses et le réveiller, là, tu vois, pour la CAN, on espère, tu vois. Mais t'es d'accord franchement, c'est exactement ça. Il avait fait une très bonne... il avait quand même fait une CAN assez sympa. Et puis après, moi, depuis la CAN, je trouve qu'il est inexistant. Et moi, je suis quand même déçu qu'il ait signé à City, parce que je trouve que dans le jeu de Guardiola, où ça joue un peu à attaque de handball, où ça passe la balle, c'est pas du tout, il a un jeu direct, lui, et je sais pas, même s'il a marqué pas mal de buts depuis qu'il est arrivé quand même, mais c'est pas une équipe pour lui, moi, je trouve, personnellement. Je l'aurais plutôt vu à Arsenal, ou je l'aurais vu dans un jeu, dans une équipe, ou même à l'Atlético, dans ce genre d'équipe, qui lui allait très bien à Francfort, en fait, avec des contres, à deux pointes. Là, j'aime pas du tout, j'ai pas compris pourquoi il est parti
à City. Vraiment, c'est dommage. Tu veux rajouter un truc sur Marmouche, Hamza ou on a... Non, c'est vrai que je suis assez surpris de voir. C'est vrai que les Égyptiens, honnêtement, je les ai pas beaucoup vus depuis la dernière CAN. Donc moi, je l'attends forcément au tournant lors de la prochaine CAN. Mais c'est vrai que Trezeguet, qui est peut-être pas un vétéran, mais un joueur expérimenté qui est là depuis de longues années, préférait Trezeguet à Marmouche, ça en dit long. Peut-être sur la déception aujourd'hui qui est Marmouche en sélection, mais on verra sur les prochaines semaines. Les gars, merci beaucoup Kimo. Comme d'habitude, hein, tu nous as informés, appris plein de choses. Donc on se retrouve très vite pour parler de foot égyptien ensemble. Ouais, et je voulais juste dire un dernier mot. Nour, bravo pour ce que tu fais. Tu as fait tout ce que notre génération, moi qui est plus vieille que toi, n'a pas fait. Et franchement, c'est extraordinaire. Moi, je suis ta page, et franchement, j'ai vu que tu n'étais plus sur Insta, mais en tout cas, c'est super ce que tu fais. Continue, parce que la communauté égyptienne est grandissante en France. Et bravo à toi. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. De toute façon, ça serait moi ou quelqu'un d'autre l'aurait fait, donc de toute façon, c'est un devoir. Non, justement, personne l'a fait avant. Personne l'a fait, t'es le pionnier, tu vois. Il y avait Petit Pharaon qui avait essayé, et toi, t'es un vrai média, ça fait très plaisir, vraiment. Explique-nous d'ailleurs ton nom, donc 11 Masr. Ouais, 11 joueurs, et moi, tout simplement, l'Égypte, fallait trouver un nom, c'était en 2018, donc simplement, faut pas chercher midi à 14h. Voilà. C'est simple. Donc sur X, et puis où est-ce qu'on peut te retrouver par ailleurs sur d'autres supports? TikTok, malheureusement le compte Instagram, on était nombreux dessus, il a été banni pour un but de Marmouche, malheureusement. Voilà, décidément Marmouche. Marmouche encore lui. Voilà, exactement. Refais un coup. On va essayer de repartir tranquillement. Ouais, on va refaire. Bon, voilà, donc allez sur X si vous voulez suivre l'actu du foot égyptien. Effectivement, Nour est très très actif. Merci Nour, merci Kimo, c'était super. Merci tout le monde. Instructif. Et à très bientôt pour reparler de l'Égypte dans l'After Afrique. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. À bientôt. Ciao. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Hamza, dans les coupes de clubs en Afrique, il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi la deuxième coupe, l'équivalent de l'Europa League en quelque sorte. C'est ça, totalement. Qui s'appelle la coupe de la CAF, qui a eu plusieurs noms d'ailleurs dans l'histoire. Alors maintenant, c'est la coupe de la Confédération. C'est revenu Ex-coupe de la CAF, c'est ça. D'accord, ouais. Excuse-moi. J'ai raté une étape, mais enfin, moi j'ai toujours appelé coupe de la CAF, je ne sais pas pourquoi. Le club qui domine cette compétition-là, c'est Berkane. C'est le meilleur club marocain du moment. Berkane qui a joué il y a quelques heures sa finale aller contre le club tanzanien de Simba. Berkane a gagné 2-0 et Nasreddine Nasri, qui est un habitué de notre podcast, était au stade. Nas, bonjour. Salut Gilbert, bonjour à tous. Salut. Bon, raconte-nous un peu le match. Est-ce que Berkane était largement au-dessus ? Déjà avant tout, il faut savoir, comme tu l'as dit, que Berkane, c'est un peu le FC Séville de la Coupe de la Confédération. Sur les 7 dernières finales, il y avait... sur les 7 dernières... compétition, Berkane était finaliste 5 fois et 2 fois vainqueur en 2020 et en 2022. Il faut savoir que c'est pas le fruit d'un pur hasard. Il y a un travail de fond, il y a une académie, il y a un directeur sportif que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer, Mbaye Demba. C'est un Sénégalais qui à la fois va chercher des petites pépites en Afrique subsaharienne et fait un vrai travail de fond. Ils ont un très bon entraîneur, Chabani, qui a gagné 2 fois la Champions League avec l'Espérance de Tunis, et ils ont de très bons joueurs. Il y a Mounir, qui est le gardien numéro 2 de l'équipe nationale du Maroc, Issoufou Dayo, capitaine du Burkina Faso, qui a joué plus de 300 matchs avec Berkane, et surtout ils ont une pépite, mais vraiment une pépite, Lamine Camara, ouais. que je veux... incroyable ce joueur, incroyable. J'ai fait un doc sur lui. Ce mec, il a 20 piges, on dirait qu'il en a 35. C'est un Patrick Vieira plus. Et d'ailleurs, tu me parlais du match, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Mais ce joueur va finir en Ligue 1. D'ailleurs, en off, il m'a dit que plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressaient à lui. Et je pense qu'il va faire les beaux jours d'un beau club de Ligue 1. Il faut aussi rappeler que c'est le club du président de la fédération, Fawzi Lekjak. C'est le club qui est leader du championnat du Maroc. C'est vraiment la puissance montante là au Maroc, pas que dans les compétitions de clubs. Continentales. Oui,
Oui, c'était le club du président de l'Église. En 2019, c'est Hakim Ben Abdallah qui a repris les rênes du club. Donc, Fawzi Lekza, c'est historiquement, c'est voilà, on a. Oui. J'imagine qu'il est toujours. Ça reste quand même son club de cœur. Oui. Il était au stade, je l'ai rencontré dimanche et samedi, pardon. Et oui, en fait, si tu veux, la puissance de Berkane symbolise un peu l'état de forme du football marocain. Parce que tu te rends compte que sur les 10 dernières années, tu as au moins un représentant marocain sur les finales africaines. Donc, ce qui fait de nous une grande nation du football, n'en déplaise à certains. Mais, les Égyptiens, peut-être. Non, moi je pense à un ancien international béninois. Mais dès qu'il peut le placer, son ami béninois, Michael Poté, pour ceux qui... Ça date de la dernière CAN. Réécoutez les podcasts, ils se sont un peu chauffés. Ouais, mais qui est devenu un ami depuis. Non, plus sérieusement, tactiquement, c'est du lourd. Et Gilbert, oui, effectivement, je partage ton avis sur les prochains... alors, Berkane n'est pas leader du championnat du Maroc. Ils ont gagné le championnat marocain pour la première fois de leur histoire en mi-mars. C'est-à-dire qu'ils ont été champions dès mi-mars. C'est pour te dire, ils ont marché sur le championnat marocain. Et je te dis, sur les prochaines années, ils sont qualifiés pour la Champions League africaine pour la première fois de leur histoire. Et je te dis, sur les prochaines années, ça ne m'étonnerait pas qu'ils gagnent la Champions League à plusieurs reprises, parce que là, ils ont une très, très, très bonne équipe. Alors, il nous reste 2 minutes, donc il y a 2-3 infos quand même qu'il faut qu'on donne. La finale, alors là, le Maroc, ça n'a pas marché en finale de la CAN U20. Hamza, on peut pas tout gagner, mon cher Nas. Attends, j'aimerais que Hamza nous en dise un mot. Défaite 1-0 face à l'Afrique du Sud, un but magnifique d'ailleurs de Kekana. L'Afrique du Sud qui a remporté 4 de ses 6 matchs sur le score de 1-0. Donc voilà, succès de l'Afrique du Sud. C'est un peu une revanche, je crois que c'était 1997 où le Maroc, à domicile, avait battu l'Afrique du Sud sur le même score de cette Coupe d'Afrique U20. Donc c'est la première fois que l'Afrique du Sud remporte ce titre. Et puis pour conclure, tu avais 2 petites infos en plus, notamment un sacre inattendu en Côte d'Ivoire. Oui, 56 ans après son dernier titre de champion, le Stade d'Abidjan remporte le championnat ivoirien, une première depuis 1969. Exactement, Alexandre Lafitte, qui on le rappelle n'est âgé que de 28 ans. Ouais. Il est l'entraîneur du Stade d'Abidjan. Un after CAN quand on était à Abidjan. Exactement, 6e titre national dans l'histoire du Stade d'Abidjan. Bravo à eux. Et puis le décès d'un international camerounais légendaire. Ouais, Emmanuel Koundé, qui est décédé à l'âge de 68 ans, ancien grand défenseur international présent lors de l'épopée des Lions indomptables à la Coupe du Monde, le Mondial et 90 en Italie. Il s'est éteint vendredi des suites d'une longue maladie. 127 sélections pour le double champion d'Afrique, buteur en finale face au Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations en 88. Koundé avait aussi remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Canon Yaoundé en 78 et en 80. Ouais, il a fait quasiment toute sa carrière au Cameroun. Il a joué à Laval de mémoire, je crois. Un an. Voilà. Nas, merci. Tu seras à match retour face à Simba en Tanzanie ? A priori. Alors à Zanzibar. Oui, à Zanzibar. Oui, alors ça, c'est la polémique du moment. Je crois qu'on n'a pas trop le temps, mais le club de Salam, il y a un grand stade. Oui, exactement, qui d'habitude est homologué, reçoit les rencontres internationales, mais Simba a appris par la communication de Berkane, qui a, selon un journaliste Mickey Junior, Berkane a réservé son hôtel à Zanzibar avant même la communication officielle, avant même que les dirigeants de Simba ne soient au courant. Et les dirigeants de Simba ont vendu déjà des milliers de places dans leur grand stade de 60 000 places. Donc là, la finale dans un stade rénové à Zanzibar, un petit stade de 15 000 places. C'est la petite polémique du moment en Afrique. Hamza, merci. Prochain podcast After Afrique dans une quinzaine de jours, bien sûr. Et si vous êtes sur After Foot TV, bien sûr, restez connectés avec la suite des programmes et d'autres podcasts à venir, c'est sûr. RMC After Afrique.